Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La question est toujours posée, pour ne pas avoir été analysée dans le fond, de savoir si les événements du 5 octobre ont été provoqués par une insurrection populaire, spontanée, ou s'ils sont le produit d'une machination, d'un complot ourdi par un clan du régime et qui a voulu se servir d'un ras-le-bol soigneusement entretenu pour faire exploser la rue et dissuader le président Chedli Benjdid d'entreprendre ces réformes politiques qu'il avait envisagées et qui risquaient de priver la nomenclatura de l'époque des privilèges faramineux qu'elle s'était aménagés. Nous attendrons donc que des historiens sérieux se décident enfin à prospecter les circonstances, à faire parler les faits et à nous livrer le fruit de leurs observations. En attendant, nous n'avons pas d'autre choix que de tenter de comprendre ce qui s'est passé à la lumière des rares informations dont nous disposons. Rappelons seulement qu'à partir de l'année 1986, le président Chedli Benjdid ne cachait plus son agacement de voir les caciques du FLN se vautrer dans ce socialisme de façade dont ils usaient et abusaient, qu'ils fourguaient en vente concomitante en même temps que les salaires payés à ne rien faire dans un pays qui carburait aux slogans stériles et à l'exploitation éhontée de la guerre de libération, des moudjahidines et des chouhadas, bien sûr. La manne pétrolière permettait d'assurer un minimum de subsistance pour les masses, de subventionner les produits dits de première nécessité, comme l'huile, la semoule, le sucre et toutes ces choses, de recruter tous les chômeurs dans des usines qui fonctionnaient à l'aboubrisme, de les employer à ne rien faire, de leur distribuer des primes de rendements individuels et collectifs, et de les faire participer aux bénéfices d'entreprises qui étaient toutes déficitaires, sauf la Sonatrach, bien sûr, de leur faire passer le temps dans des réunions organisées par le FLN et une UGTA qui était devenue un organe chargé de surveiller les travailleurs, d'occuper les gens à s'investir dans le système D comme des brouillardises, pour se trouver qui une cuisinière, qui un frigo, qui une voiture d'occasion, rachetée plus cher que quand elle était neuve. Et dans le même temps, les caciques du FLN, ces fameux caciques, les barons du régime, les gros pontes de l'armée, menaient une vie de faste. Ce sont eux qui revendaient leurs voitures usées au petit peuple qui les leur rachetait plus cher que le prix du neuf, comme ils leur achetaient tout leur rébus, toutes leurs ordures. Ils avaient leur coopérative privée, achalandée de tout, jusqu'à du champagne, du caviar, des produits de luxe de toute nature. Vous vous en rappelez. Ils avaient tous droit, dans le plus grand secret, bien sûr, à des enveloppes en devises étrangères, au moins une fois par an, pour envoyer leurs bobonnes faire leurs emplettes à Paris. Leurs enfants allaient faire leurs études à l'étranger, dans des universités très chères. Ils roulaient carrosse et se servaient du pays tout entier, comme d'une entreprise familiale. Corps et biens. Dans le même temps, ils passaient leur temps du haut de leur tribune et depuis les médias publics qu'ils squattaient littéralement, qui étaient à leur totale dévotion, pour haranguer les masses, comme ils disaient, pour les abreuver de leurs discours fleuves sur le socialisme, sur le colonialisme, la révolution, la lutte anticoloniale, dont ils s'étaient tous, bien sûr, autodésignés grands leaders. Et ils faisaient feu de tout bois, des chouhadas surtout, dont ils avaient fait leur fonds de commerce. Ah, ces temps glorieux de la claque et du jishab ma'ak et afoulan. Chedli Benjdid, qui affichait presque ouvertement ses penchants droitistes et ses aspirations d'ouverture politique, qu'il envisageait à l'angle des démocraties occidentales, qu'il admirait beaucoup, cherchait visiblement à épouiller le pays de ces parasites du FLN qui s'opposaient à toute éventualité de changement et qui ne se rendaient pas compte que leur système avait vécu, que le monde était à la veille de grands bouleversements, que le socialisme de la mamelle,
pour reprendre cette bonne formule de Nordin Bokroh, avait fait 100 ans. Non. Non seulement ils n'avaient pas compris cela, non seulement ils s'accrochaient à leurs sordides privilèges de tout leur croc et de toutes leurs griffes, mais ils désignaient à la vindicte populaire quiconque osait leur faire de l'ombre. C'est ce qui se passa avec Chadli Benjdid. Ils représentaient une menace désormais pour leur présence à la périphérie immédiate du pouvoir avec tout ce que cela impliquait d'avantages. Et ils en avaient des avantages. Ils entreprirent alors d'intoxiquer le climat pour montrer leur capacité de nuisance et ce qu'ils croyaient être leur emprise sur la société. Ils se servirent de tous leurs moyens et de tous leurs alliés pour faire éclater de nombreux scandales, un peu partout, qui éclaboussaient des personnages très proches du centre de pouvoir. Puis, ils se livrèrent à une intox de masse en faisant répandre par leurs relais, notamment les organisations de masse, toutes sortes de rumeurs alarmantes. Le puissant patron du FLN, M. Cherif Messadia, opposé à toute éventualité de réforme, sortit des bois et profita d'une évacuation sanitaire du président Chadli vers un hôpital belge à la suite d'un accident de ski pour demander à demi-mot la proclamation de l'état de vacances. Profitant donc de l'absence de Chadli Messadia et d'autres barons conservateurs, entreprirent de préparer la succession. Le président du Parlement s'apprêtait à assurer l'intérim et préparer des élections anticipées, pendant que Ahmed Talib el-Ibrahimi s'est chauffé dans les starting blocks, puisque c'était lui que le Sérail avait désigné pour être élu. Élu, entre guillemets bien sûr, vous l'aurez compris. Chadli Benjdid comprit que la guerre était déclarée et le général qu'il fut se réveilla en lui. Il alla au charbon de façon tout à fait inusitée. Il entreprit de faire face et après avoir tout mis en place pour répondre à la propagande qui se déchaînait contre lui, il fit un discours relayé par la télévision où il s'attaqua frontalement aux principaux barons du FLN et à leurs alliés bien sûr. Ce fut le fameux discours dit du boucher, et où Chadli ne demandait pas moins aux Algériens que de se débarrasser de ces parasites qui infestaient les appareils de l'État et qui empêchaient toute réforme susceptible de les libérer de leur emprise. Ce fut le discours de trop pour les caciques du FLN. Les rumeurs s'amplifièrent, les pénuries de produits de première nécessité se généralisèrent, au point où un peu partout dans le pays, aux quatre coins du pays, des citoyens commencèrent à s'attaquer à des dépôts de butane, à des dépôts de produits alimentaires, comme la semoule, l'huile, la farine, les médicaments même. Un climat insurrectionnel à couper au couteau s'installa dans tout le pays. Tout le monde comprit que quelque chose de grave se préparait. Le 5 octobre 1988 arriva et ce fut l'explosion. Ce que n'avaient pas prévu les barons du FLN, qui avaient voulu instrumenter les jeunes contre Chadli Benjdid, et que ceux-ci, ces jeunes, commencèrent par s'attaquer à tous les sièges et à toutes les permanences du FLN. Ce FLN qui avait provoqué les émeutes fut la première cible des insurgés. Le comble du comble est que le FLN s'était pris à son propre discours et qu'il n'avait jamais imaginé seulement qu'il puisse être autant exécré. La suite est connue. Non seulement le complot échappa à tous ceux qui l'avaient concocté, mais il dégénéra en une véritable insurrection, en une immense révolte. Ce que les comploteurs avaient voulu instrumenter en mettant de la pression sur le président Chadli Benjdid se transforma en colère de la jeunesse et faillit emporter tout le régime si le pouvoir n'avait pas donné la troupe et si la révolte ne fut pas noyée dans un bain de sang. La boîte de Pandore venait d'être ouverte. Plus rien ne sera comme avant. Liberté, le 5 octobre et la restauration autoritaire par MH.
1988, une liberté est confisquée par Massidida. Al-Watan, 28e anniversaire des événements d'octobre 1988, le RAJ dénonce le recul sur les acquis démocratiques par MM. « 5 octobre 1988, c'est le titre de notre émission aujourd'hui, Insurrection ou machination. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par Skype depuis Marseille Rabha Attaf, grand reporter, qui, rappelons-le, était présente lors des événements du 5 octobre 88 à Alger, où elle a eu des ennuis, elle nous le dira elle-même. Samir Ben Latesh, blogueur connu, dit Chicha, Samir dit Chicha. Abdullah Boukzouhad était prévu, mais il ne sera pas des nôtres malheureusement. Alors, notre ami Makhlouf Zemmour, humoriste, et Saïd Aknin, militant pour la démocratie, c'est comme ça que nous le connaissons. Merci à vous tous d'être à des nôtres. Je vais commencer par Rabha Attaf, qui est avec nous depuis Marseille. Rabha Attaf, vous êtes des nôtres alors. Rabha Attaf. Très bien. Donc, il semble qu'il y ait un petit souci. J'espère que nous allons pouvoir avoir Rabha Attaf. Sinon, donc, je vais commencer par Saïd Aknin. Merci d'être des nôtres, Saïd. De plus en plus parmi nous ces derniers temps, d'ailleurs, à notre grande joie. Et à celle des téléspectateurs, qui nous l'ont fait savoir. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci. Bonsoir Jameldine. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Samir, bonsoir Makhlouf. Samir, la jeunesse. Vous-même, vous êtes un jeune. À quel âge aviez-vous en octobre 88 ? J'avais, hélas, 9 ans. 9 ans. Mais vous en rappelez? Vous avez des souvenirs? Je garde des souvenirs de l'arbitraire. Je garde des souvenirs de tout ce qui fait la matrice d'un pouvoir. Je garde un souvenir amer d'un jour, une brigade de gendarmerie a fait une intrusion dans mon village. Je ne me rappelle pas exactement de la raison. Ce dont je me rappelle, c'est qu'un des gendarmes a donné un coup de pied à une vieille. Cette image m'est restée sculptée dans mes os. Je pense qu'elle a participé à cette prise de conscience de l'impératif et du devoir d'être là, aux côtés des uns et des autres, pour chercher les chemins de la liberté, pour lutter contre l'arbitraire. Mais aussi, je garde d'autres images. Je garde une image, j'étais à la maison et je voyais ma mère pleurer. Je pose des questions, elle était apeurée, recroquevillée sur elle-même. Je n'avais pas les capacités de comprendre ce qui se passait. Et comme issue d'une société introvertie, pudique, elle n'a pas osé m'en parler. Et c'était quoi son chagrin? Son chagrin, c'était de voir et d'entendre à la radio qu'il y avait des morts, qu'il y avait des blessés. Je profite aussi de cette occasion pour m'incliner devant la mémoire et m'incliner respectueusement et avec beaucoup d'émotion devant la mémoire des 500 assassinés crapuleusement par un pouvoir qui n'a pas hésité une seule seconde à tirer avec mitrailleuse et balles explosives. On dit qu'ils ont été, beaucoup parmi eux ont été fauchés à la mitrailleuse lourde. Mitrailleuse lourde. C'est mitrailleuse qu'on hisse sur des chars d'assaut. Et j'ai lu ce matin le témoignage qui a été réédité, il a été publié en 2008, d'un ami, camarade, militant, sincère et honnête,
et auquel je passe le bonjour, c'est Dr Sidoum, qui a été appelé, il n'était pas de garde ce jour-là, et qui a fait un témoignage dont il y avait effectivement des blessures, mais sans pour autant qu'il y ait de traces de balles, ce qui avait conclu à ce que, d'après ce chirurgien, qu'il y avait utilisation de balles explosives. Quel autre souvenir en tant que jeune? Pardon, Saïd, j'aimerais vous poser une question un peu qui pourrait peut-être choquer certains, mais qui a besoin d'être posée parce que nous voulons comprendre. Comment se fait-il que la Kabylie, qui nous a donné l'habitude de la contestation, elle est toujours à l'avant-garde des grandes contestations, des grandes émeutes, des insurrections, comment s'est-il fait que pour le 5 octobre 88, elle a été complètement absente, ou presque complètement absente, comme si un mot d'ordre avait été lancé de ne pas y participer? Si mot d'ordre a été donné, il va falloir chercher qui l'avait donné. Devant un pouvoir manipulateur, devant un pouvoir qui utilise deux techniques, à savoir la segmentarisation et la disjonction. La segmentarisation, pour simplifier, c'est diviser pour mieux régner. Et la disjonction, c'est pour éviter à ce que les segments aient des contacts entre eux, pour qu'il n'y ait pas jonction de lutte et, par conséquence, construction d'un rapport de force afin de pouvoir changer les choses. La Kabylie, bien sûr, tout comme elle a prouvé dans l'histoire du mouvement national, mais évitons ces bipolarisations qui ont été à un certain moment utilisées par le pouvoir sciemment. D'ailleurs, les bipolarisations aussi, c'est une autre arme qu'utilise le pouvoir pour pouvoir régenter la société. A commencer déjà par 62. 62, la première bipolarisation, c'était la famille révolutionnaire et la famille anti-révolutionnaire. C'est comme s'il pouvait y avoir une famille anti-révolutionnaire. Et puis par la suite, dans les années 80, c'est une autre bipolarisation. Et en 88, c'était la Kabylie contre le reste du pays, ou le reste du pays contre la Kabylie, où il y avait effectivement des éléments que le pouvoir, à travers ses officines, manipule, qui ont fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas contagion. Pas simplement en Kabylie, mais, dans tout le reste. Pourquoi la Kabylie n'a pas marché dans cette insurrection comme un seul homme, alors que généralement, c'est l'inverse qui se produisait. À chaque fois qu'il y avait une étincelle quelque part, c'est la Kabylie qui explose toujours la première. Comment se fait-il? C'est une grande question, il faut l'avouer. Bien sûr que toutes les questions sont légitimes. Pardon, Saïd, je vais poser la même question à nos deux invités qui sont ici. Samir, même question. La même question? Oui. Moi, je n'ai pas de réponse claire. Par contre, de mémoire, moi, je me rappelle, j'avais 18 ans. Quand les événements s'étaient produits, j'étais lycéen. J'étais dans le comité des élèves. Nous, on avait l'habitude d'organiser chaque 20 avril des manifestations. En Kabylie? Enfin, nous, on le faisait dans notre ville, à Sideich, là où j'étais lycéen. Et le 5 octobre, ou les événements du 5 octobre, on les avait quand même vécus de plein fouet, je m'en rappelle, puisque le comité des élèves, on s'était réunis. On se posait la question de ce qui se passait, qui faisait quoi, comment on allait faire, qu'est-ce qui se passait si la gendarmerie venait à chercher tous les militants qui étaient connus, qui étaient fichés, etc. etc. Je me rappelle qu'on avait fermé les routes, etc. Moi, perso, je me rappelle d'un long débat qu'on a eu à propos de la violence, parce qu'on était des élèves. Moi, je me rappelle des camarades de lycée, c'était les meilleurs élèves du lycée, en fait. C'était des élèves très studieux et tout ça, même s'ils étaient engagés. Du coup, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire de cette violence, en fait. C'est-à-dire que la ville allait subir la violence, les gens allaient réagir, etc. On a eu un grand débat
ce qui me fait dire que la Kabylie n'était pas en reste de mais ce qui oui, se passait il y a en eu Algérie. quelques mouvements, mais il n'y a pas eu une telle insurrection comme dans le reste C'est ce qui du fait pays. dire aussi, il y a beaucoup de connaisseurs et d'observateurs des événements de 88, comme quoi les événements étaient aussi téléguidés, c'est-à-dire que ceux qui avaient un plan à exécuter, ils ont fait ce qu'ils voulaient en fait, même si par ailleurs les choses elles ont dérapé, ils n'ont pas pu contrôler les choses telles qu'ils le voulaient, etc. D'où le titre de l'émission. Absolument, D'ailleurs, absolument. un ami journaliste kabyle que je connais m'avait un jour répondu à cette question que je lui avais posée. Il m'a dit oui, la Kabylie n'a pas voulu marcher parce que politiquement elle était peut-être un peu plus étoffée, pas parce que c'est génétique. Hein. Parce qu'il y a un contexte géographique, un contexte politique, l'immigration, la proximité d'Alger, il y a beaucoup de choses. Donc il m'a dit que politiquement elle était, disons, un peu plus politisée et qu'elle avait compris, les contestataires kabyles, que c'était un coup fourré d'une partie du régime contre une autre et qui ne voulait pas servir de chair à canon. Absolument. À Alger, on a été chercher les misérables de Beblouet, des quartiers pauvres, etc. Et du coup, voilà, ça ne peut pas marcher partout comme prévu. Et nous allons revenir à cette question, mais sinon, peut-être, Khlouf Zemour, sur cette question. Je n'ai pas une analyse politique à vous donner, mais vous avez parlé tout à l'heure qu'en quoi la Kabylie a toujours été à l'avant-garde de la société donc, du pays. Donc moi je dis que... J'ai dit de la contestation. De la contestation, bien sûr. Donc moi je dis que tout a commencé vaguement comme ça, à ma connaissance. Ça a commencé en 80, ça a explosé en 80. Oui. À Alger, ils ont eu des répliques qui ont pris... Puis ça a été en peut-être. 86 à Constantine. Voilà, donc tout a commencé là. Donc c'est à Alger, soi-disant, c'est la capitale qui est en retard. C'est pas la Kabylie qui n'a pas... Non, mais nous on parle des événements de 88. Les événements en 88, c'est autre chose. Je crois que c'est un marasme populaire. Parce qu'à ce moment-là, je crois que le régime avait très peur, à ce moment-là, que la Kabylie ne suive. Imaginez, si la Kabylie s'était embrasée aussi, ça aurait été... Bien sûr qu'on peut éventuellement, ayant l'habitude de voir une région se révolter, et quand elle se révolte, elle ne le fait pas à demi-mesure. Mais simplement, il y a un certain nombre de faits. Le 8 octobre 1988, un leader politique de la région a été convié à la présidence par l'Arbi Belkhair. Il a même dit à l'un des créateurs de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, en l'occurrence Ali Yahya Abdelnour. Qu'est-ce qui s'était dit? Pourquoi qu'ils ont été? Et qui est ce leader politique? Saïd Saadi. D'accord. Et puis, suite à cette réunion, ils y étaient sortis par 2 jours de grève. Mais il n'y avait pas que 2 jours de grève. Il y avait une poursuite de ce mouvement dans plus de 12 villes, dont, je cite, Ain el-Hammam, Azazga, Bourni, Béjaïa, Bouira, Larbanat Yerathan, Wadia, Tizi Ouzou. Alors que le pays a retrouvé le calme le 11 octobre. Comme quoi, tout ce qu'on dit autour de cette participation, parfois, c'est aussi cette capacité de l'ingénierie du système, ceux qui sont faits pour régenter la société psychologiquement et lancer ses propagandes. La police politique. La police politique, le DRS, la sécurité militaire, à ce qu'on installe des germes de division dans la société qui y allaient justement continuer dans le temps et ayant comme point de départ. C'est ce qui a été fait en 1980 en disant que les autres régions n'ont pas adhéré, ne sont pas solidarisées. Bah, ça, c'est les techniques. Maintenant, avec... faire en sorte que ça n'explose pas partout en même temps pour les mêmes raisons. Exactement. Et à travers ça, connaissant justement cette capacité de machination, cette capacité d'instrumentalisation, cette capacité de manipulation, cette capacité hideuse du pouvoir à utiliser certains segments de la société contre d'autres. La problématique essentielle, 88, machination ou insurrection, et pourquoi?
88 n'est pas venu du jour au lendemain. Mais justement, Saïd, excusez-moi de vous interrompre, pour en arriver au sujet du jour et à la question que nous posons dans le titre de l'émission. Selon vous, octobre 88, c'était une insurrection spontanée ou c'était une machination, un complot? Tout dépend de quel côté on se place. Il est vrai qu'il y a une littérature abondante autour de cette histoire de complot et de machination. Il est vrai que les versions de certains des responsables contredisent d'autres. La version de Chedli, la version de Brahimi, la version d'un général dont je ne cite pas le nom, par décence. Et, pourquoi il faut citer? Je vous respecte beaucoup. C'est pour ça que je ne le cite pas. Merci. Insultant à ce point de dire son nom? Mais bien sûr, insultant. Quand on a du sang sur les mains, c'est insultant. Mais combien de généraux ont du sang sur les mains? Je ne les cite pas même eux. D'accord. Okay. Par respect à des gens qui se respectent, à des hommes et des femmes qui se respectent, et au peuple algérien aussi. Cette littérature exclut sciemment d'autres éléments qui sont objectifs. Une insurrection, ça veut dire quoi? C'est s'insurger contre quelque chose. Contre quoi? Est-ce qu'en 88, il n'y avait pas de chômage? Est-ce qu'il n'y avait pas de hogra? Est-ce qu'il n'y avait pas d'exclusion? Est-ce qu'il n'y avait pas de passe-droit? Est-ce qu'il n'y avait pas d'arbitraire? Ça, c'est les éléments objectifs de toute forme d'insurrection et de toute forme de révolution qui, aujourd'hui, on utilise sciemment le mot métamorphose. Ces éléments sont objectifs. Maintenant, il manque l'élément subjectif. Il est vrai que tout ce qui a précédé le congrès du FLN, tout ce qui a été fait sciemment justement pour essayer d'avorter une volonté populaire qui allait arriver à maturité. Et ça, le pouvoir algérien, il est spécialiste dans cette technique. Ils l'ont d'ailleurs récemment prouvé à travers leur stratégie de chaos local que nous avons vue en 2001 en Kabylie, et pas si loin que ça, à Mzab. À chaque fois qu'ils sentent que la marmite bouillonne, ils créent des contre-feux. Des contre-feux afin qu'elles n'arrivent pas à maturité. Et nous recevons à présent Abdelwahab Boukhazouha qui vient de nous rejoindre. Notre ami Mkhlouf Zemour lui a cédé la place. Marhaba bik, Abdelwahab Boukhazouha. Vous étiez à une manifestation, on nous a dit aujourd'hui. Devant l'ambassade. Devant l'ambassade. Il y avait du monde. Je rappelle que vous êtes un ancien élu du FIS. Je ne suis pas un ancien membre du FIS, militant. Je suis un militant. Militant du FIS. Très bien. Alors, l'ambassade, la réunion, la manifestation? Eh ben, elle s'est très bien déroulée. Il y a eu du monde? Oui, on a vu. Parce que généralement, les manifestations à laquelle vous appelez, et d'autres aussi appellent, on s'est plusieurs fois rencontrés, vous et moi, devant l'ambassade, pour manifester. Et généralement, on était 6 ou 7 chats. Hein. Exactement. Mais cette fois-ci? On était une vingtaine. Quand même. Il y avait M. Rachid Nkaz, oui. M. Brahim Younsi. Très bien. Et puis quelques personnes. Pourquoi à chaque fois c'est un flop? Pour appeler les choses par leur nom, pourquoi nos manifestations ne dépassent pas la vingtaine de gens? Parce que l'Ahzab, c'est des partis préfabriqués. Parce que moi, quand j'organise une manifestation, je dis que c'est sans couleur politique. Oui. C'est ouvert à tout le monde. Oui. À tous les contestataires, à tous ceux qui sont contre ce pouvoir. Moi, j'ai un conseil à donner à l'ambassade. Oui. Je lui donne un conseil de bon cœur. Moi, si j'étais ambassadeur, quand il y a des manifestations, comme ça, en face de l'ambassade, je demanderais à l'ENTV de venir, d'envoyer son caméraman et filmer pour montrer aux Algériens, pour leur dire, voilà, vous voyez, le régime, on nous aime.
quand les gens ne manifestent pas contre nous, la preuve. Exactement. Au mieux, ils rapportent Si 20 je peux me personnes. permettre, Jamal, moi je dirais au régime algérien qu'il a il a fait des choses très très graves. Le jour où ça lui explosera à la gueule, si je peux me permettre ce mot, il cherchera des interlocuteurs et il ne les trouvera pas parce qu'ils ont laminé Il la a scène verrouillé politique. le Ils champ ont politique. tout cassé, ils ont cassé les partis Absolument, politiques, absolument. comme vient de le rappeler notre compatriote. Ils ont verrouillé les associations, etc., etc. Ça donne ce que ça donne. Hein. Et ça Par donne le contre, désert politique. Le désert politique dans lequel on est, mais le jour où ça explosera, il cherchera des interlocuteurs, il n'y aura pas Oui, d'interlocuteurs. il n'y aura que la violence. Voilà. Inch'Allah, Voilà adieu la ne plaise. situation. Adieu ne plaise. Abdouhab Bourzoua, le titre de notre émission est 5 octobre 88, insurrection ou machination, complot. D'après vous, est-ce que c'était une vraie... Saïda qui est en train de répondre. Est-ce que c'était une insurrection, une révolte spontanée de gens qui en avaient marre, le ras-le-bol et tout? Ou est-ce que c'est un clan du régime, le FLN notamment à l'époque, qui, pour gêner les réformes de Chadli, parce que Chadli voulait les dégager, avait donc voulu lancer contre lui une partie du peuple, soi-disant pour lui dire « Ah, ce peuple, tu veux le libérer, tu veux lui apporter du multipartisme, et la presse, et voilà, regarde ce qu'il te fait. » Finalement, ce peuple s'est retourné contre les FLN en premier lieu, c'est la première cible. Mais d'après vous, est-ce que c'est une machination ou une insurrection? Moi, mon sentiment, c'est une révolte populaire. Il y a eu Spontané. un ras-le-bol. Spontané. Il y a eu un ras-le-bol. C'était pas préparé. D'accord. Voilà. Et c'est parti des quartiers populaires. Oui. Oui. Les quartiers populaires, qui soit dit en passant, sont les plus manipulables. Oui, je Il suis est d'accord possible d'y avec vous. injecter des baltagias, des kadas, des Oui. soucis. Oui, mais moi, par exemple, j'habitais Bajjarah. Oui. Mais parmi les manifestants que je côtoyais ce jour-là, il n'y avait pas de batalgia venus d'ailleurs. D'accord. Je voyais que des enfants étaient à l'Ouma. Voilà. Le fils, pour en venir au fils et aux islamistes, le fils n'a rejoint véritablement les manifestations que le 10 octobre. Oui. Pourquoi? Pourquoi ne s'est-il pas manifesté dès le départ des manifestations? Parce que le fils n'existait pas encore. Oui, oui, je veux dire les gens qui étaient dans cette mouvance. D'ailleurs, la fameuse marche de Bablouad. C'était pas une marche. Les gens retournaient chez eux. Ils ont assisté à un discours de Ahmed Sahnoun Rabbi Yarhamou Mohamed Saïd. Et puis j'étais là-bas, j'étais présent quand Ahmed Sahnoun avait dit Wansarifou bilhoudou waltazimu buyutakum, ne répondez pas aux provocations. Oui. Voilà. Mais on dit qu'à ce moment-là, des voitures banalisées ont ouvert le feu contre la police et il y a eu une réplique. Non. D'ailleurs, il y a Khaled Ziari, qui est commissaire divisionnaire, qui était là-bas et qui a dit qu'il n'y a eu aucun coup de feu. D'accord. Voilà. Et ils ont ouvert le feu depuis la DGSN? Depuis la terrasse du DGSN? Non, des voitures en face, des jeeps avec les automitrailleuses. FMPK, oui. Et c'était le général Nzar, soi-disant général, qui a donné l'ordre de tirer sur la foule. Oui. Nous voulions inviter Khaled Ziari, malheureusement nous avons eu un problème de téléphone. Ce n'est pas possible de passer en ce moment et donc c'est dommage qu'il n'ait pas participé. Moi je trouve qu'il est très courageux. Il a des informations cruciales en la matière. Oui. Et nous comptons l'inviter justement pour une émission parallèle à celle-ci pour nous parler de ce sujet. Samir, machination, insurrection spontanée. Je vous écoutais là depuis tout à l'heure. Moi, il me semble que moi, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses. Je suis militant de base, un peu blogueur. Mais sinon, de ce que je sais, de ce qui s'est passé, en fait, à mon avis, il est préférable de dire que c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Donc, des choses se sont déroulées en même temps. Ça a donné ce que ça a donné, les événements du 5 octobre. D'abord, d'un côté, il y avait une guerre à l'intérieur du système, la guerre des clans, comme tu viens de le dire. Il y avait deux clans à l'intérieur du FLN qui se faisaient la guerre de pouvoir. Surtout le FLN contre Chadli.
Absolument. En fait, il y a deux clans à l'intérieur. Il y a ceux qui voulaient maintenir les options socialistes comme c'était le cas jusque-là. Et puis il y a l'autre clan qui voulait... ouverture politique, économique. Libéraliser. Oui. Moi, je ne leur donnerais pas ce... C'est-à-dire, c'est pas qu'ils voulaient une ouverture politique et tout. Non, ils avaient des plans économiques. Souvent, ils sont dictés par leurs maîtres d'en haut, en fait, c'est-à-dire les puissances internationales. Mais ça, c'est encore un autre débat. Oui. Mais n'empêche qu'il y avait à l'intérieur du FLN des oppositions comme ça entre clans. Et on connaît comment ça fonctionne au sein de ce système. Ça tire dans le dos. Ça fomente des coups, ça fait des sales coups, etc. Et en même temps, il y avait une situation économique très, très mauvaise en fait, notamment suite à la crise du pétrole, à la crise pétrolière de 1986 qui a vu les prix du pétrole chuter d'un seul coup et ça a donné un gouvernement qui ne pouvait plus payer ses fonctionnaires, la balance des paiements avait éclaté, etc. etc. Donc il y avait une pauvreté énorme. Ben, ces deux phénomènes, il y a eu conjonction entre les deux phénomènes et ça a donné les événements qu'on voit. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule chose qui explique les événements, mais une conjonction de phénomènes liés à la conjoncture du moment. Nous allons écouter un petit VTR, puis nous revenons au débat. 5 octobre 1988. Dans une Algérie muselée politiquement et affaiblie économiquement par le choc pétrolier, la jeunesse se révolte. À Alger, Annaba et Oran notamment, des irruptions spontanées prennent de court les autorités. Permanence du FLN, ministère et symboles du pouvoir sont saccagés, parfois même incendiés. L'état de siège est décrété à Alger et ses alentours. Des chars rentrent en effet dans la capitale et d'importantes rafles sont organisées. Dans les casernes, des jeunes sont horriblement torturés, tandis que les arrestations dans les milieux syndicaux, islamistes et communistes se multiplient. L'Algérie vit un chaos sans égal depuis la guerre de libération nationale. Bien qu'affichant une sérénité de façade, le pouvoir ne sait plus à quel sens se vouer. Incapable de maîtriser la situation, il choisit la voie de la répression, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés. Des centaines de morts et des milliers de blessés. On parle de plus de 500 morts, des milliers de blessés, torture instituée en règle systématique, même pas d'interrogatoire, puisqu'ils n'avaient pas interrogé, de répression en fait, et de dissuasion pour faire peur au reste des gens. Il y a eu des viols, il y a eu des séquestrations, des enlèvements, des généraux ont mis la main à la pâte, comme on dit, je m'excuse pour le terme, qui ont torturé de leurs mains. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette violence qui quasiment restait impunie? Personne n'a répondu, il y a eu une grâce. Il y a eu une grâce qui a amnistié tout le monde, tous les bourreaux circulés à rien à voir. Saïd Akne. On ne peut que d'abord s'indigner. Et aussi, nous avons un devoir d'œuvrer avec tous nos moyens pacifiques, dans le sens de la dissidence des consciences, à ce que l'impunité ne soit pas consacrée comme une constante nationale, à ce que le travail de mémoire soit fait. Et le travail de mémoire, c'est le travail de vérité et de justice, y compris à titre post-mortem. Pourquoi? Parce que on ne peut jamais avancer sans qu'il y ait vérité. On ne peut jamais avancer sans pour autant savoir raconter l'exactitude de ce qui s'est passé avec notre peuple. Regardons ce qui se passe aujourd'hui, avec l'histoire et la mémoire collective du peuple algérien, avec ces valeurs dont on discutait tout à l'heure. Elles ont été tellement bannies. L'histoire, elle a été falsifiée. La mémoire, elle a été occultée. Les valeurs ont été charcutées. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui nous sommes. Et on se pose la question, qui serons-nous demain? Mais Saïd, quand vous dites qu'il faut tout mettre en œuvre pour empêcher l'oubli, d'enterrer la mémoire des victimes, la mémoire collective, mais nous sommes en 2016. Cela s'est passé en 1988, il n'y a rien eu. Les événements ont été enterrés, il n'y a même pas eu de travail sérieux
d'historiens. Les gens qui ont commis ces crimes ont été amnistiés, graciés, circulés à rien à voir. Même les accidentés, les invalides, ceux qui ont été amputés à vie, ils ont été passés comme accidents de travail. Et c'est les travailleurs, les cotisations des travailleurs qui vont les indemniser. Encore qu'on ne les indemnisera jamais assez pour ce qu'ils ont perdu. Donc, et puis après, il y a l'autre tragédie, celle de 1992, qui aussi est passée à la trappe. Donc, il ne faudrait pas que nous restions au stade des vœux pieux. Vous savez, la fatalité n'est pas fille de l'histoire. Il est vrai que les années passent, nous les accumulons. Il est vrai qu'il n'est pas facile. Il est vrai qu'il est dur. Il est vrai qu'il est même très difficile d'unir autour de la vérité et de la justice, ce qui reste actuellement. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'a fait le pouvoir après 88, justement parce qu'il y a un 88, il y a un après, c'était discréditer le politique et la politique. C'était d'éviter à ce qu'il y ait le lion de la société, ce qui pouvait éventuellement construire une conscience collective et un être collectif qui est cette conscience collective. Aujourd'hui, l'espoir est comme une herbe, elle pousse même entre les taupes. On ne se résigne pas. Un militant n'a pas le droit, aujourd'hui, de dire qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas. Grâce au peuple algérien. Celui de dire on ne doit pas, on ne peut pas, pour que ce que vous dites se réalise. Ce que certains disaient dans les années 30, même dans les années 20, pour l'indépendance de l'Algérie, quand elle était colonisée, est devenu un fait réel en 1962. Aujourd'hui, il est vrai qu'il peut y avoir une poignée. Il est vrai qu'il peut y avoir une centaine. Il est vrai qu'il peut y avoir des milliers qui auront un instrument de mesure devant une majorité silencieuse, avec tout ce qu'elle a subi, le peuple algérien. Aujourd'hui, nous devons nous dire une chose qui est très simple. Comment bâtir des lendemains, justement, en écartant l'impunité et en construisant ces espaces d'abord de libérer la parole. Vous savez, en 88, les jeunes qui étaient sortis, c'était un cri. Un cri de quoi? Un cri de colère. Une colère saine. Une colère contre les injustices. Une colère contre l'arbitraire. Une colère contre les passe-droits. Contre l'exclusion. Contre la tyrannie. Contre le despotisme. Contre la dictature. 28 ans après. Et ceux qui ont fait 88, en 50 ans aujourd'hui, il est vrai, parfois, ils sont aigris. D'autres, ils sont démoralisés. Mais il y a toujours ceux qui continuent à lutter pour une Algérie meilleure et une Algérie prospère. Abdelwahab Boukhzouha, 28 ans après, comme vient de le dire Saïd Akli, octobre 88, octobre 2016. Il y a eu ce qu'il y a eu, ces rêves de jeunesse qui sont sortis dans la rue, qui ont bravé les mitrailleuses, qui sont tombés par centaines, qui ont été blessés par milliers, qui ont été torturés. Finalement, est-ce qu'octobre 88 a tenu ses promesses aujourd'hui dans ce pays dirigé par une mafia, avec un président de façade en trompe-l'œil qui n'est même pas capable de réciter la table de multiplication de 2, dont on ne sait même pas qui est derrière lui, qui signe les décrets, dans un pays où le chômage, la misère sont devenus... sont banalisés et où 30% de la population a été anesthésiée par la corruption massive, où tout le monde trouve son compte, ils sont contents d'avoir leur petit auto, leur petit truc. Alors, octobre 88, a-t-il tenu ses promesses? Très franchement. Non, parce que أنا d'abord ces jeunes qui ont sacrifié, donné leur vie pour qu'il y ait un pluralisme, une démocratie. Mais l'ESF, on n'a connu ça que 3 ans. Voilà, il y a eu 2 votes. Les municipales, puis les législatives. Voilà. Mais les législatives ont été interrompues. Voilà. Donc on ne les a pas connues. C'est tout ce qu'on a connu. Après, on est rentré dans la décennie rouge. Oui.
Voilà, les enlèvements, Donc octobre 88 n'a pas tenu ses promesses. 3 ans. C'est des sacrifices vains. Voilà, 3 ans. Ouais. Et c'est ce que l'Ahzab لازم يشوفوا لهاد. Par exemple, quand il y a certains qui vous parlent, comme Louis Hannoun par exemple, il dit les Algériens ont connu leur printemps arabe en 88, parce qu'il y a eu des ouvertures politiques, il y a eu la liberté de la presse. Très franchement, ouverture politique. Quels sont les partis qui sont aujourd'hui sur la place? Est-ce que ce sont des partis? Non, non. La presse, est-ce que c'est une presse? Pas du tout alors. Les libertés individuelles, est-ce qu'il y a des libertés individuelles? Est-ce qu'il y a un respect des droits de l'homme? C'est-à-dire pour démystifier ces discours, est-ce que j'aimerais que vous, par exemple, la presse pendant les événements de 88. Moi, je me rappelle, les journalistes qu'ils disaient. Ils disaient c'est des vauriens, c'est des voyous, c'est des vandales, c'est des gens qui sont en train de détruire les biens du peuple. Après 88. Des journalistes, on leur a donné des journaux, des locaux, des trucs, ils sont devenus milliardaires. Des gens qui ont créé des épiceries politiques sont devenus des grands hommes d'affaires, des trucs. Des gens qu'on a mis au Parlement pour lever la main sont devenus milliardaires. Les charges des électeurs, des députés se vendent aux enchères, au souk. Donc finalement, même les ouvertures dont vous parlez, même pendant les 3 ans, on ne les a pas vraiment connues. Non? Oui, mais bon... Il y a eu quand même création de partis qui se sont exprimés, qui ont fait des campagnes. Un autre exemple, excusez-moi de vous harceler un peu. Même les partis islamiques. Oui, j'ai envie de dire des choses. Oui, allez-y, allez-y. Je ne parle pas du fils. Très franchement. Les partis islamistes, c'est des partis boulimiques, c'est des partis qui bouffent au râtelier aujourd'hui. Absolument. Oui. Finalement, donc. Oui. Je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est terrible. Si je peux me permettre, moi j'ai envie de signaler quelque chose à l'occasion de cette discussion-là. Et en fait, moi je dirais que on s'est fait avoir, mais méchamment, à l'occasion des événements de 88 et des quelques années qui ont suivi. On s'est fait avoir, mais méchamment. C'est facile à dire 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, parce qu'on a le recul et tout ça. Quand on a le nez dans le guidon, c'est beaucoup plus difficile. Mais on s'est fait avoir grave quand même. On ne peut pas organiser une transition vers une démocratie comme ça a été fait entre 1989 et 1991 ou là, janvier 92. On ne peut pas le faire. Le régime en place, une dictature pure et dure, très méchante, en plus très perverse, c'est-à-dire capable des coups fourrés, qui fait dans l'action psychologique, etc. Vous pensez que cette dictature peut organiser une transition qui va la démanteler? La dictature va organiser quelque chose qui va la démanteler. C'est impossible. Ça ne s'est jamais fait nulle part ailleurs dans l'histoire. Ça ne s'est pas fait en Algérie. Nous, on a eu le loisir, entre guillemets, de le constater. Et du coup, effectivement, au lieu... Encore une fois, je ne jette pas la pierre à ceux qui, dans le temps, avaient le nez dans le guidon. Ce n'est pas facile à voir, en fait. Mais l'analyse, il faut la faire. Au lieu de s'organiser de telle sorte à ce qu'on sorte de la dictature et qu'on casse les leviers avec lesquels la dictature contrôle la société, contrôle les processus électoraux, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les partis politiques? Ils se sont engouffrés dans une promesse que leur ont fait les généraux, excusez-moi, et les voyous qui étaient au pouvoir déjà dans le temps. On en a d'autres maintenant, certains ils sont encore là 30 ans plus tard. Mais maintenant Samir, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste un peu moins de 3 minutes, donc il y aura 1 minute pour chacun d'entre vous pour nous dire, en moins d'1 minute chacun, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas passé, on avait prévu un deuxième VTR pour vous passer, mais on n'a plus de temps. Donc 1 minute pour nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ces sacrifices ne soient pas vains, pour que ces morts d'hommes aient servi à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais que le b.a.-ba, la base déjà, c'est de tirer les conclusions et d'apprendre ses leçons. En fait, et ne pas se faire avoir régulièrement, tous les 20 ans, on se fait avoir. Du coup, il faut tirer les leçons des événements, comprendre ce qui s'est passé et donc tirer les leçons. Par ailleurs, continuer à militer, comme il l'a si bien rappelé le camarade, continuer à militer pour qu'il y ait justice. Si on ne l'a pas aujourd'hui, on l'aura demain. Si on ne l'a pas demain, on l'aura après-demain. Il ne faut absolument pas lâcher sur le haqq. Les gens, ils ont des droits. Et ce n'est pas des accidents du travail quand on a tiré à la Kalachnikov sur les gens.
Du coup, voilà ce qu'il y a à faire pour moi. Tirer les leçons de ce qui s'est passé, Ne pas lâcher. apprendre et ne rien lâcher par rapport à nos droits de citoyens, nos droits d'Algériens. Je pense qu'on doit ça à notre peuple, on doit ça aux chouhada qui sont morts pendant la Révolution. C'est un devoir qui est le nôtre en fait, celui-là. Saïd. Vous savez, le deuxième niveau de ce qui s'était passé au-delà de la lésion de la mémoire, c'est la conscientisation. Il est vrai qu'en termes de mobilisation, il est très difficile aujourd'hui de mobiliser parce qu'il y a un pouvoir qui a discrédité le politique et la politique et qui a miné complètement la société. Ce qu'il y a lieu de faire, d'abord, c'est de faire son autocritique individuellement. D'abord moi, ensuite nous tous, avant que l'on arrive à l'ensemble. La deuxième des choses, c'est de réapprendre à se parler. Vous savez comment que ça se passe sur ce plateau et pourtant, il y a des choses dont on diverge. Réapprendre à se parler. La troisième des choses, c'est réapprendre à se faire confiance. Ils ont tué complètement la possibilité de faire confiance à quiconque, y compris dans les mêmes foyers, y compris entre les frères, y compris entre les sœurs, y compris dans un même village, ils ne se font plus confiance. La quatrième des choses, il faut réapprendre aussi à s'organiser. Et la cinquième des choses, c'est la dissidence des consciences avant d'arriver à la dissidence citoyenne, pacifique et alternative. Dans quel sens? C'est dans le sens de bâtir l'être collectif et d'arracher ce pays, qui n'est pas des moindres, un grand pays, un grand peuple, des mains de ces tortionnaires, des mains de ces dictateurs, des mains de ces infra-humains qui le mènent aujourd'hui vers une situation d'ingouvernabilité. Merci. Abdelwahab Bourzoha, le mot de la fin pour revient. Moi, je dirais qu'il y a eu plus de 700 morts en octobre. Et pendant la décennie rouge, il y en a eu 300 000, plus 20 000 disparus. Je pense que l'Ahzab, il faut qu'ils soient responsables et qu'ils arrêtent de jouer avec l'avenir de Chab Tana. Voilà, on doit s'unir et travailler dans ce sens. S'unir qui? Qui doit s'unir? Ben, ceux qui veulent travailler, vous pensez qu'il est possible de s'unir toutes mouvances confondues? Il faut essayer, il faut tenter. D'accord. Merci Abdelwahab Bourzoha. Merci Samir Belatesh. Merci Saïd Aknin. Merci à notre collègue Mkhlouf Zemmour. Je le remercie beaucoup d'avoir laissé céder la place à Abdelwahab Bourzoha. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir donné de votre temps. Bkhao ala khair, b'slama.